Commandant Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci d'être en direct sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour. Éric Brocardi, où en sommes-nous? Tout d'abord, c'est la question importante au niveau des secours et des bilans concernant cet incendie de l'Aude. Comme cela a été évoqué tout à l'heure dans votre rubrique journalistique, il est vrai qu'aujourd'hui le bilan malheureusement fait part d'un décès chez des civils et notamment une personne qui n'a pas souhaité partir de chez elle au moment où les flammes frappaient à sa porte. Donc voyez encore une fois le sujet de la prévention, des messages et l'application, on va dire, des consignes strictes de la préfecture, des autorités locales, des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, de toutes les forces de sécurité intérieure doivent être écoutés de manière précise et sans rechigner pour éviter justement ce type de drame. 7 sapeurs-pompiers sont actuellement blessés très légers, donc c'est pour vous dire aussi que cette lutte est acharnée depuis très tôt hier en début d'après-midi, avec un vent qui n'a cessé de souffler jusqu'à 4 heures du matin, ce qui a rendu extrêmement complexe la tâche des sapeurs-pompiers, qui est aujourd'hui encore sur l'ensemble des 12 communes qui ont été impactées par ce sinistre, extrêmement mobilisés avec les moyens aériens qui ont déjà décollé depuis 7 heures ce matin. Éric Brocardi, cela fait des années que vous nous éclairez sur ce type, on va dire, de catastrophe. Un incendie est toujours un drame et aussi quelque chose d'extrêmement technique. Qu'est-ce qui est le plus difficile sur le terrain pour les 1820 pompiers qui sont déployés ? Déjà, nous avons affaire à un feu qui dépasse un peu l'entendement de ce que l'on a pu voir depuis maintenant 2-3 ans. On est sur une vitesse de propagation extrêmement rapide, 5,5 km/h, c'est extrêmement conséquent. La dernière fois que nous avons vu ce type de vitesse de propagation sur le pourtour méditerranéen, c'était lors des incendies de 2023, notamment dans l'épisode 1 de Vidauban, où nous avions un feu qui avait parcouru 22 km en l'espace de 8 heures. Là, le temps a été divisé par 2 pour une même superficie de propagation avec 11 000 hectares. Donc le sujet, c'est aujourd'hui très clairement la dextérité des sapeurs-pompiers dans les choix stratégiques qui vont soit sur la défense de points sensibles, c'est-à-dire protéger les habitants, et tout en parallèle protéger et évacuer les habitants avec justement cette phase d'attaque qui était extrêmement complexe. C'est pour ça que les sapeurs-pompiers ont tenté, on va dire, de rétrécir par les flancs gauche la tête de feu, mais qui était, on va dire, extrêmement virulent. Ils n'ont cessé de courir après ce feu extrêmement virulent. Donc, on est encore aujourd'hui sur une phase où l'on espérait dans la matinée avoir un espèce d'accalmie qui peut être, on va dire, favorable à l'attaque des sapeurs-pompiers, mais qui néanmoins aujourd'hui va être extrêmement complexe compte tenu des effets de reprise qu'il peut y avoir avec ce vent du sud qui a tourné, mais qui aujourd'hui tourne. Et donc en fonction de l'heure aéronautique, vous allez avoir justement des observations qui vont être faites par les airs, mais aussi par les calculs des cellules d'anticipation au sein du poste de commandement de site, qui vont permettre justement d'essayer d'anticiper et de canaliser ce feu, parce que l'attaquer de front, c'était de mettre en danger et en péril les sapeurs-pompiers. Il fallait le canaliser, chose qui a été faite avec des barrières de retardant, avec des largages des moyens canadaires, avec des actions de jalonnement, avec des défenses de points sensibles par les moyens terrestres. Donc il est évident qu'on a essayé plutôt d'accompagner le sinistre vers des zones pyrorésistantes, c'est-à-dire où le feu ne pouvait pas manger du combustible supplémentaire, mais dans une zone qui est extrêmement aride, compte tenu déjà de l'impact de l'Aude en termes de feux de forêt depuis le début de la saison. On voit que la tâche est extrêmement complexe pour l'ensemble des soldats du climat. Éric Brocardi, pour bien comprendre ce qui se passe sur le terrain en ce moment même, quand il est question de 1820 pompiers, de 400 engins au sol, et on va dire la totalité des moyens aériens disponibles, les 9 Canadair, les 5 Dash, vous diriez quoi? Vous qualifieriez comment cette intervention? Elle est exceptionnelle, elle est massive? Elle est exceptionnelle pour cette période du 21e siècle. Elle est exceptionnelle compte tenu du fait que là, on est vraiment dans une phase extrêmement difficile et extrêmement complexe où le sujet du feu de forêt joue pleinement son rôle de bras de fer et on va dire d'ennemi des sapeurs-pompiers et essaye de mettre à mal tout le dispositif opérationnel
opérationnel qu'on essaie de mettre en œuvre, aussi bien sur le plan préventif, puisque les sapeurs-pompiers étaient déjà sur le terrain, alors que le feu était déjà déclenché. Il y avait déjà des pompiers sur l'attaque du feu dès son éclosion. Donc vous voyez qu'il a essayé et il a réussi à jouer des tours aux sapeurs-pompiers, le mettant dans des situations extrêmement complexes et mettant toutes les communes dans des situations à risque et critiques. Donc encore une fois, sur un feu qualifié d'hors norme sur ce sujet-là, on est vraiment sur une phase, on va dire, encore d'humilité, mais aussi en essayant d'essayer de le dompter, ce qui est extrêmement complexe dans des phases où, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons essayer d'adopter des techniques à la fois d'attaque de feu sur les côtés du feu pour permettre justement d'essayer d'éviter de l'attaquer de face parce qu'il est beaucoup trop virulent. Et même au niveau des largages des canadaires, compte tenu de sa formation dès le départ, c'est-à-dire en forme de pyrocumulonimbus, on ne pouvait pas forcément larguer directement sur la situation des flammes. Donc honnêtement aujourd'hui, nous avons déjà, pas pour autant dire passer le plus dur, mais le plus gros. Il est évident et on espère qu'aujourd'hui, les conditions météorologiques vont essayer de se calmer un petit peu. Mais néanmoins, nous restons extrêmement vigilants avec ce vent du Sud. Et c'est important, Éric Brocardi, que vous rappeliez on va dire les circonstances pour le largage de la part des engins qui sont en l'air, parce qu'au fond, les publics ne comprennent pas toujours que ça ne se passe pas. C'est pas simple. Il suffit pas de faire tourner les rotations. Faut pas croire, non. Vous faites vraiment bien de le souligner parce qu'on a l'impression qu'en mettant des camions au sol, il n'y a rien, tout va s'éteindre, tout va être tranquille. Et j'entends trop des critiques de certaines personnes et de certaines de nos autorités ou tout simplement des élus qui disent les prennent, moyens ne sont pas suffisants. Mais, il n'y a pas assez d'avions, pas assez d'hélicoptères, etc. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Je veux dire, les avions, comme les camions, sont armés par des individus qui au cours d'un incendie comme on le connaît là actuellement, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est des successions de défaites. C'est-à-dire qu'on pose des lignes au sol, ça ne marche pas. On repose, on redéploie, on range le matériel, on va reposer un peu plus loin, ça ne fonctionne toujours pas. Jamais les sapeurs-pompiers ne faiblissent et jamais ne rechignent à la tâche. Et pourtant, à un moment donné, le feu va être éteint, mais avant d'en arriver là, doit être fixé. Et ces successions de défaites et des claques qu'ils prennent au quotidien lorsqu'ils font des attaques de sinistres vont à un moment donné avoir une lueur de réussite avec justement cette possibilité de pouvoir essayer de contrer le feu à ce moment-là. Et c'est là qu'on dit qu'on fait un effet de tenaille ou qu'on fait un effet justement d'abattre les flammes les plus virulentes, parce qu'il va y avoir l'endroit, le moment précis, la fenêtre de tir précise d'un point de vue aéronautique qui vont nous le permettre. Mais jusqu'avant, c'est que des difficultés. C'est la topographie qui n'est pas favorable parce que les endroits sont inaccessibles. C'est les moyens radio qui passent très mal et les consignes passent très mal. C'est ça la réalité. Il y a de la friture sur les lignes. On n'entend pas correctement parce que les fumées, les flammes, on va dire, perturbe tout le réseau radiophonique et la communication. Éric Brocardi, derrière, vous avez aussi tous ces sapeurs-pompiers qui mènent au sol des attaques avec des postes de ligne entre 500 mètres et voire parfois 1 kilomètre qui ne fonctionnent pas, non pas par manque de pression, mais parce que cela ne suffit pas. Et à ce moment-là, il faut tout replier, tout recharger, aller un peu plus loin et continuer à espérer de pouvoir avoir cette fameuse fenêtre de tir qui vont donner à un moment donné un certain abattement de notre ennemi qui est le feu. Ce que vous évoquez, c'est donc une réalité de terrain. Encore un mot, commandant Éric Brocardi. Les secours doivent toujours anticiper pour les évacuations, parce qu'après, il est trop tard. Et quand le feu est là, c'est compliqué d'évacuer les personnes. De ce que vous en savez, les évacuations se sont déroulées à peu près normalement sur les zones concernées ? Écoutez, les évacuations, qu'elles se sont faites de manière correcte et que lorsque les gens ont compris qu'il ne fallait pas encombrer, on va dire, les voies de circulation inutilement et qu'il fallait être tout simplement se réorienter, on va dire, de certaines zones où là où il y a le sinistre, forcément ça facilite l'acheminement des secours et en plus ça facilite les évacuations. Donc c'est pour ça que, comme l'a souligné plusieurs fois le préfet qui a pris plusieurs fois la parole, ne soyons pas spectateurs du feu, mais soyons simplement acteurs de notre propre sauvetage et de notre propre mise à l'abri, en essayant d'être solitaires vis-à-vis de cela, en libérant les accès pour les secours qui permettront aussi de faciliter les évacuations. Donc tout cela aujourd'hui, c'est un sujet, on va dire, d'ordre de comportement vis-à-vis d'un risque naturel qui est les incendies. Donc forcément, il s'agit d'appliquer strictement les consignes et d'être respectueux du travail que font les hommes et les femmes au quotidien. Oui, vous évoquiez Rémi Ressiaud, le sous-préfet de Narbonne. Tout dernier mot avec vous, commandant Éric Brocardi.
je connais la réponse. Impossible d'anticiper, de savoir ce qui va se passer dans les prochaines heures, en réalité, en vrai. Écoutez, il faut être toujours très humble. Avec beaucoup d'humilité, il faut aborder ce type de sinistre parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Là, on entend déjà, mais quand est-ce qu'il va être fixé, maîtrisé? Attendez, déjà, les sapeurs-pompiers sont sur le terrain. Ils font tout ce qu'ils peuvent dans leur pouvoir et dans leur phase d'anticipation et stratégique pour essayer de sauver le maximum d'habitations, d'environnement et surtout des vies. Merci à vous, commandant Éric Brocardi, je rappelle porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci pour ces messages également en direction de ceux qui ne comprennent pas toujours la complexité, la technicité du travail des sapeurs-pompiers au sol. Je vous invite à témoigner toujours au 0826 300 à 8h, à 9h16 sur Sud Radio. Vos témoignages, ça compte. Vous nous appelez 0826 300. Dans un court instant, notre deuxième grand débat ce matin, tout à fait autre chose, l'explosion du marché de la drogue en France, sujet important avec cette baisse des prix des stupéfiants, des chimistes, vous le verrez, venus du Mexique, qui développent le marché des drogues de synthèse sur notre territoire. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-François Acquini. Il est 9h20 sur Sud Radio, c'est notre deuxième grand débat ce matin, l'explosion du marché de la drogue en France et la baisse des prix avec des aspects très particuliers, très inédits. Bonjour à vous Frédéric Saliba. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Amérique latine, auteur de Cartel aux éditions du Rocher. Frédéric Saliba, si vous le permettez, tout d'abord nous plantons le décor avec vous, Albin Texera, ce phénomène qui inquiète les autorités françaises, l'explosion de ce marché des drogues de synthèse, avec l'appui inédit, c'est presque du Netflix, de chimistes mexicains. C'est pas encore Narcos, mais oui, c'est un constat alarmant dressé par l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants. La production de drogue de synthèse explose en France, portée par une véritable industrie avec 427 laboratoires recensés en Europe, principalement pour de la MDMA, de l'amphétamine ou encore la méthamphétamine. Et dans cette montée en puissance, le rôle croissant de chimistes mexicains qui apportent leur savoir-faire au réseau européen. Résultat, une production de plus en plus professionnelle et des drogues plus puissantes, plus accessibles, plus dangereuses. En France, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 9 millions de comprimés de MDMA saisis en 2024, soit une hausse de 123% en un an. Les saisies de méthamphétamine et d'amphétamine, elles aussi, ont plus que doublé. Et ce n'est pas tout. Selon le rapport, 450 nouveaux produits de synthèse ont été identifiés sur le territoire. Certains comme la drogue PTC, pète ton crâne, ou encore la 3-MMC, ultra addictifs, sont déjà très prisés dans les milieux festifs, notamment chez les jeunes. Enfin, les autorités s'inquiètent d'un autre risque, l'arrivée du fentanyl, cet opioïde de synthèse responsable de dizaines de milliers de morts aux États-Unis. Pour l'instant, la France est encore épargnée, mais l'OFAST redoute son arrivée dans les années à venir. Merci Albin. Avec vous, Frédéric Saliba, c'est vous l'expert. Nous allons reprendre tout ce qui vient d'être évoqué à l'instant. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce matin, vous connaissez ce sujet mieux que quiconque, le marché des drogues de synthèse qui explose en France? Est-ce que c'est un phénomène particulier à la France ou c'est un phénomène, je dirais, mondial, Frédéric Saliba? Oui, enfin c'est européen, c'est américain, c'est les pays développés en effet. Ces drogues de synthèse donc se développent et en effet on le vend en poupe. On parlera quand même de l'explosion de la cocaïne qui est aussi un autre phénomène qui se marie à ça. Mais sur les drogues de synthèse, il y a évidemment donc une demande d'abord d'une jeunesse festive qui a commencé à faire la fête avec certaines drogues et qui se développe. Et puis il y a la facilité de produire ces drogues de synthèse, et ça on l'a vu avec la crise du Covid-19. On a vu que la Covid avait bloqué notamment les ports, les transports, les voies aériennes, etc. Et donc, les cartels de la drogue ont commencé à développer des stratégies de production locale. Et figurez-vous que le mieux pour produire localement, c'est les drogues de synthèse. Pourquoi? Parce qu'un petit laboratoire, dans un appartement, dans une maison, peut permettre de produire des milliers de gélules. Alors, vous l'avez dit, MDMA, 3-MMC, il y a des milliers de molécules. Chaque fois, la molécule change. Et en effet, ce sont des drogues de plus en plus puissantes. Et au bout, justement, de cette chaîne de drogues de synthèse, vous avez les opioïdes de synthèse, qui sont exactement, le fentanyl dont vous parliez, qui provoquent
une crise sanitaire absolument gigantesque aux États-Unis, avec plus de 70 000 morts d'overdose, liées aux overdoses. Et jusqu'à présent, l'Europe était assez protégée. En Europe, on appelle ça des nitazenes, ces opioïdes synthétiques. Et on commence à voir émerger, notamment en Grande-Bretagne, de plus en plus d'overdoses, ce qui inquiète énormément les autorités. Très intéressant ce que vous soulignez, assez inédit, Frédéric Saliba. J'apprends beaucoup de choses avec vous ce matin. Est-ce que c'est la réponse à la complexité, la difficulté d'importer ou exporter, ça dépend de quel point de vue on se passe, cette cocaïne qu'il faut produire avec des plantations en Amérique du Sud, puis exporter là? C'est quoi? C'est produire du synthétique sur zone finalement? Alors, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que la production de cocaïne, c'est parallèle. Vous avez ce qu'on appelle un tsunami blanc. L'expression n'est pas de moi. Parce que ça continue, ça se développe. Policiers français. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un engouement pour la cocaïne qui coûte de moins en moins cher, qui a une production. La production a explosé, elle a été multipliée par 2 en un an en Colombie. Il y a une explosion de la production de la cocaïne en Amérique latine qui se déverse via évidemment les cartels latinos en tête, cartel colombien, cartel mexicain que je connais très bien, et qui ont des vues. Pourquoi? Parce que le marché américain est saturé, le marché de la cocaïne, et donc ils ont des vues sur l'Europe. Le marché de la cocaïne en Europe, qui a été longtemps une consommation assez élitiste, avec des stars de cinéma, etc., on n'en est plus du tout là. Aujourd'hui, le gramme de cocaïne est passé à 58 € le gramme en moyenne, on est autour de 60 €. C'est pas cher, et vous avez donc des conducteurs de bus, des maçons, des cadres supérieurs qui ont une direction un petit peu exigeante, qui se mettent à consommer de la cocaïne dans une société où on vous en demande toujours plus, ce qui est parallèle en fait à ce dont on parlait sur les drogues de synthèse. Donc vous avez d'un côté une explosion de la production, mais aussi de la consommation de cocaïne, et puis de l'autre côté une émergence très très rapide des drogues de synthèse avec des saisies records. Vous diriez, Frédéric Saliba, que ce phénomène que vous décrivez avec beaucoup d'exactitude, il est récent? C'est quoi? C'est le détour des années 20, enfin des années 2020, ou ça remonte de façon plus ancienne, avec quelque chose de plus profond, mais qui se révèle aujourd'hui? Oui, alors le trafic de cocaïne, les mafias notamment italiennes, c'est ancien ça. En tête, en fait, ont des liens avec les cartels latinos depuis des années. Ce sont les grands importateurs de cocaïne en Europe. Cela dit, l'explosion du marché diversifie en fait les mafias. Vous avez des nouvelles mafias. Et puis, comme je vous le disais, les cartels mexicains, notamment mexicains, sont devenus des spécialistes en fait de l'exportation donc de cocaïne, et notamment en Europe. Et aujourd'hui, grâce à leurs chimistes qui sont très très bons, ils arrivent à exporter, figurez-vous, de la cocaïne liquide qui peut être imbibée dans des vêtements, par exemple, ou alors des produits de base de la cocaïne qui sera en fait terminée sur le sol européen dans des laboratoires où les chimistes sont capables, par exemple, de séparer de la cocaïne d'une cargaison de sucre, par exemple. Il faut des chimistes pour pouvoir séparer les molécules et retrouver une cocaïne qui est encore une fois donc de plus en plus importante, mais aussi de plus en plus pure. Ça, c'est très important. De plus en plus pure, oui. Oui, parce que les nouvelles générations, en fait, se mettent à consommer des drogues beaucoup plus fortes, en fait, en pourcentage et en concentration que les générations précédentes. Et donc, il y a une forme de dépendance et de course en avant vis-à-vis de drogues toujours de plus en plus fortes, qui peuvent, en effet, regardons l'exemple américain, créer une véritable crise sanitaire, mais également sociale, avec des consommateurs de drogue et surtout une consommation qui échappe au contrôle de l'État. Et ça, c'est ce qui pend au nez à l'Europe, si évidemment le sujet n'est pas pris en main par nos gouvernants. Les chimistes mexicains évoqués au début de cet entretien, rassurez-moi, ils ne viennent pas former les personnes sur le territoire national. Si, exactement. Ils viennent tout là. à fait ça. Alors, ils viennent là. Voilà, il y a quelques années, en fait, ça a commencé surtout en Belgique, aux Pays-Bas, qui sont malheureusement en avance sur la France vis-à-vis de ce développement de drogues chimiques et l'aide des cartels mexicains, en envoyant justement des chimistes sur le territoire et sur le territoire français, notamment pour former en fait leur collaboration, parce qu'on est toujours dans des systèmes de collaboration mafieuse, et pour former directement
et des partages de savoir-faire entre mafias, ce qui laisse présager, alors pour l'instant on parle des chimistes, mais ce qui laisse présager un avenir un petit peu obscur sur aussi le recours à la violence comme mode de gestion, qui est quand même un des aspects des cartels latino-américains qui utilisent la violence pour maintenir leur autorité sur un territoire, par exemple. Et c'est vrai que depuis 3-4 ans, on voit émerger en France une violence qu'on n'avait pas vue auparavant. On n'en est pas du tout dans les mêmes chiffres. On n'est pas encore avec des armées privées des cartels en France. Voilà, pas du tout. Encore. Alors, c'est vrai, au Mexique, vous avez quand même 30 000 homicides par an. En France, on est un peu moins de 400 l'année dernière. Homicides et tentatives d'homicide liés au narcotrafic. Donc, alors, pour une population qui est simplement 2 fois moins importante que la population mexicaine. Donc, restons calmes. Cela dit, il y a quand même une explosion. Et moi, je suis assez étonné par cette spirale de violence où un crime en chasse un autre et on est comme ça dans une forme de course à la violence. Tout ça pour effrayer les concurrents, maintenir aussi l'omerta à l'intérieur des organisations pour faire peur aux possibles indiques, par exemple, mais aussi maintenir une certaine peur dans les populations locales. Et puis l'autre élément aussi, c'est de défier l'État. Et ça, attention, parce que en Amérique latine, quand vous parliez justement de ces armées paramilitaires, quelque part, liées au cartel de la drogue, attention à ne pas créé en fait par une simple opposition purement répressive en n'ayant pas une stratégie globale. Attention, l'expérience a déjà existé en Amérique latine, c'est un échec et en fait ça a mis le feu aux poudres à un conflit entre bandes armées. Allez, merci à vous. En tous les cas, c'est vrai que vous avez raison de le souligner en conclusion. Merci à vous, Frédéric Saliba. Défi fait à l'État qui communique énormément sur le narcotrafic, mais apparemment c'est une pieuvre gigantesque qui est en train de se déployer sur notre territoire entre la cocaïne, comme vous l'avez rappelé, et ces drogues de synthèse. Merci Frédéric Saliba, journaliste spécialiste de l'Amérique latine. Je rappelle, auteur de Cartel aux éditions du Rocher, 0826 300 300.